Ce que j'aimerais, c'est parler d'un certain nombre d'aspects liés à la génétique dans les troubles du neurodéveloppement, et à chaque fois le faire sous une forme relativement pratique et avoir un temps de questions autour de chacun. Alors, la première chose, ça sera la génétique des maladies neurodéveloppementales, c'est quoi et à quoi ça sert éventuellement de faire un diagnostic. Donc ça sera aller de la génétique vers le diagnostic, en tout cas génétique. Après le diagnostic, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'utile pour les patients et les familles? Et ensuite, la question qui vient après, c'est est-ce que ça peut mener à des traitements? Et voilà. En général, je débute par une photo de l'IGBMC. Et là, pour changer, il y a mon collègue également retraité et brillant généticien moléculaire, mais pas de génétique humaine, Gilbert de Murcia, qui a fait cette belle photo, donc je me suis dit que ça changerait un peu. Mais quand même, voilà l'IGBMC où je travaille déjà depuis sa construction en 1995. C'est un magnifique institut. Et puis aussi, une bonne partie de ce qui a été fait était avec le laboratoire de diagnostic génétique qui est maintenant dans le nouvel hôpital, déjà depuis un certain temps, et où justement travaille notamment Amélie aussi, elle travaille aussi à l'IGBMC, sur ces aspects de génétique du neurodéveloppement. Si on commence à parler des troubles du neurodéveloppement et de la génétique, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des entités spécifiques ou plutôt ou également des manifestations cliniques mais qui ont des causes très hétérogènes et de sévérité variable pouvant se combiner. Donc parmi les troubles du neurodéveloppement très fréquents, des fréquences qui vont à 1 à 2% de la population, il y a la déficience intellectuelle qui est définie officiellement par un QI inférieur à 70, des troubles de l'insertion sociale, du fonctionnement social. Et il y a l'autisme et maintenant qui se retrouve dans les troubles du spectre de l'autisme, selon les qualifications du DSM-5, ce manuel, je dirais, du diagnostic en psychiatrie. Et puis, il y a l'autisme dit de haut niveau, qu'on appelait, je ne sais pas si on l'appelle toujours, le syndrome d'Asperger, mais qui n'est plus effectivement dans ce manuel de diagnostic en psychiatrie, bien que effectivement donc les personnes qui avant étaient dites avoir un syndrome d'Asperger existent toujours et donc avec des manifestations particulières de cet autisme sans déficit cognitif notable. Et puis il y a aussi les épilepsies de début précoce, les troubles de déficit d'attention avec hyperactivité, les TDAH, et puis les dys de toutes sortes. Donc tout ça, ça rentre dans les troubles du neurodéveloppement. Et on le verra, c'est des choses où la génétique peut, dans certains cas, avoir une grande importance, dans d'autres,
être beaucoup moins explicative, en tout cas de cause. On y reviendra. Et puis, il y a des entités spécifiques. Et ces entités spécifiques, c'est quand une cause spécifique a été identifiée, comme par exemple une anomalie chromosomique pour la trisomie 21, le syndrome de Rett avec des mutations dans le gène MECP2, le syndrome X fragile, le syndrome de Prader-Willi, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est des causes spécifiques identifiées, donc des entités spécifiques. Alors, je vais un peu vous parler d'abord, faire une petite introduction, et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou des questions. Donc, je vais parler un peu de génétique en général et puis d'épigénétique, et puis après, je vais parler vraiment des relations avec les troubles du neurodéveloppement. Alors, le génome humain, je ne sais pas s'il y a, parce que je reconnais quelques visages qui fréquentent les laboratoires et qui n'ont peut-être pas besoin de cette introduction, mais je pense qu'il y a ici des gens qui viennent des familles, c'est ça voilà, donc je vais... Donc le génome humain, c'est l'information qui fait que chaque organisme vivant va se reproduire, les chats donner des chats, les hommes donner des hommes, les levures donner des levures. Et donc cette information génétique est contenue dans l'ADN qui lui-même se retrouve dans les chromosomes. Donc chez l'homme, on a 2 fois 23 chromosomes, on a 2 paires de 23 chromosomes, une qui vient du père, une de la mère, et ceci représente, donc dans l'ADN, chimiquement, il y a cette information est codée par des bases A, G, C, T, et donc tout est écrit avec ces 4 lettres. Et dans un génome d'une personne, puisqu'en fait il y a 2 copies du génome, il y a 2 fois 3 milliards de bases. Alors souvent, je veux dire, bon, 1 milliard de bases, ça fait combien? Et donc, cette photo, c'est un bout de séquence d'environ 6 ou 7 000 de ces bases, de ces nucléotides, donc des suites de CCA, TC, TTC, TC, enfin on peut continuer comme ça. Une copie du génome humain, c'est 500 000 pages comme celle-ci, et donc un génome d'un humain, c'est 2 fois 500 000 pages comme ceci. Alors, ça contient des unités fonctionnelles qu'on appelle les gènes, et ceux qui sont les mieux connus sont ceux qui codent pour des protéines. Donc il y a environ 20 000 gènes qui codent pour des protéines comme les chaînes de globine de l'hémoglobine, des protéines musculaires, des protéines dans les neurones, dans les cellules gliales, etc. Donc 20 000 gènes codant pour des protéines. Ces gènes ont une structure un peu particulière, ils sont morcelés en exons qui sont vraiment les parties codantes et puis les introns qui sont en dehors. Donc c'est un peu, je compare souvent les chromosomes, ça serait les volumes d'une encyclopédie, une encyclopédie en 23 volumes. Et puis les gènes, c'est les rubriques. Mais dans ces gènes, leur structure, c'est on a des bouts de phrases qui ont l'air de vouloir dire quelque chose, et puis beaucoup plus long des suites de lettres dont on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, et puis on retrouve la suite du texte de la rubrique, etc. Donc c'est les exons et les introns qui sont copiés, donc les gènes en ARN messager qui ne contient plus que les exons. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que la partie qu'on arrive à peu près à comprendre, c'est ce qui code pour les protéines. Et c'est 2% du génome. Mais on sait quand même que dans le reste, dans les 98% du génome,
Il y a des séquences répétitives qui n'ont sans doute pas une grande fonction, mais qui peuvent de temps en temps jouer un rôle de cause de maladie. Bon. Et puis le reste, on ne comprend pas très bien de ces 98%, les rôles, mais il y a des choses encore beaucoup à découvrir là-dedans. Puis il existe aussi des gènes codants pour des ARN. Alors, quand j'ai commencé à travailler, c'était... on ne savait pas encore séquencer l'ADN, ça a commencé vers 77, et puis vers la fin des années 80, vers 90, les techniques de séquençage de cette suite de lettres avaient suffisamment avancé pour que les gens commencent à se dire, de manière internationale, on pourrait peut-être séquencer le génome humain. Et séquencer le génome humain, donc la décision a été prise vers 1987, et séquencer un génome humain, ça a pris 15 ans. Ça a été une collaboration internationale, beaucoup les Anglais et les Américains, mais aussi les Français ont été très actifs, notamment par le Généton et les centres de séquençage, les Allemands, les Japonais. Et on estime que ce projet, pour séquencer un génome humain, a coûté au moins 3 milliards de dollars. Et puis, les technologies se sont améliorées progressivement. Et vous voyez ici, c'est combien ça coûte de séquencer un génome. Donc, vers 2001, ça coûtait 100 millions de dollars un génome. Et ça, c'est un des deux acteurs de la course à la complétion du génome humain, Craig Venter, qui s'était fait séquencer par sa compagnie son propre génome pour environ 100 millions de dollars. Et puis, on voit que petit à petit, c'est une échelle logarithmique. Le coût de séquençage d'un génome descendait lentement, et un peu comme le coût d'une puissance donnée d'ordinateur. Vous savez qu'il y a cette loi de Moore qui dit que pour le même prix, vous avez environ tous les 2 ans 2 fois plus de puissance informatique. Et pour le séquençage d'ADN, c'était à peu près la même chose. Pour un prix diminué par 2, vous faisiez un génome, etc. Et puis, ça, c'était avec une technique qui avait été inventée par un monsieur qui a eu 2 fois le prix Nobel, monsieur Fred Sanger. Donc, ça s'améliorait régulièrement. Et puis, vers 2008, il y a eu de nouvelles techniques qui ont été inventées qui ont multiplié l'efficacité du séquençage. Et alors là, on a eu une diminution du prix, ce qui fait que vers 2015-2016, le séquençage d'un génome, le premier génome, ça avait coûté 3 milliards de dollars, et vers 2015-2016, on estimait que simplement le séquencer, c'est avoir la suite des lettres sans une interprétation très précise de ce que ça contient, mais enfin une première, c'était à peu près 1000 dollars. Donc vous voyez, une diminution de prix de 3 millions de fois, c'est extraordinaire. Et ça continue, mais maintenant, ce qui devient le plus cher, c'est pas de faire vraiment le séquençage, mais c'est de l'interpréter et de savoir notamment au niveau des variations, quelles sont celles qui peuvent être associées à des fonctions données et surtout à des maladies génétiques ou des maladies communes. Donc juste pour revenir donc à cette image de cette suite de lettres,
Quelle est la variabilité? Eh bien, si vous comparez 2 génomes humains, vous aurez à peu près 3 à 4 millions de lettres différentes à certaines positions. Donc 0,1% du génome est différent, des lettres du génome sont différentes entre 2 êtres humains. Par comparaison, si vous comparez le génome humain à un génome de chimpanzé, c'est 1%. Donc la différence entre des êtres humains, c'est 1/10 de la différence entre l'homme et le chimpanzé. Hein, ça vous donne une idée. Et puis comme dit, donc le chimpanzé nous ressemble beaucoup du point de vue du génome, mais jamais vous n'apprendrez à un chimpanzé à lire et à écrire. Donc ça vous dit bien que il y a dans ces 1% de différence avec le chimpanzé, les différences qui font que nous sommes capables d'apprendre à lire et à écrire et que le chimpanzé n'est pas. Si on regarde dans les séquences dites codantes pour les protéines, il y a encore entre 2 génomes 10 000 différences. D'accord, qui font que dans une protéine donnée, il y aura un acide aminé qui sera différent d'une personne à une autre. Aussi, on se dit, bon, la séquence est quand même très stable, il y a des mécanismes qui assurent la stabilité de la séquence, ce qui fait que quand on a des enfants, les séquences des génomes sont reproduites sans trop d'erreurs, mais un peu d'erreurs quand même. Grâce au séquençage maintenant des génomes, on sait que chaque enfant est porteur d'environ 60 variants qui ne sont pas présents chez les parents. C'est ce qu'on appelle des variants qui sont de novo. Alors, dans la grande majorité des cas, ces variants arrivent dans des régions qui ne sont pas trop importantes, et ça ne change rien ou pas grand-chose. Mais de temps en temps, un variant sur les 2 fois 3 milliards de lettres peut suffire, quand il est mal placé dans une région importante d'un gène, à entraîner une maladie génétique qui peut être très grave, et par exemple qui fait que cet enfant-là n'arrivera pas à apprendre à lire ou à écrire, ou même à parler. Donc il y a effectivement des variants qu'on appelle pathogènes, ou des mutations, mais la mutation, c'est le fait qu'une lettre a changé. Mais ça ne veut pas dire que c'est un changement qui est mauvais. Mais quand c'est un variant, une mutation pathogène, eh bien alors ça peut entraîner des maladies soit peu graves ou très graves, comme effectivement celles qui sous-tendent pas mal de maladies du neurodéveloppement. Voilà. Et donc, maintenant, venons au neurodéveloppement et en se disant, voilà, on a une famille où les parents n'ont pas de problème et ils ont un enfant avec un trouble du neurodéveloppement, plus ou moins sévère, plus ou moins complexe, etc. Et évidemment, ils peuvent se poser la question, pourquoi c'est arrivé ? Qu'est-ce qui a fait que cet enfant a un trouble du neurodéveloppement ? Quelles sont là où les causes ? Eh bien, quand on n'a que cette information, a priori, ça peut être des causes environnementales. Par exemple, l'alcoolisme maternel pendant la grossesse peut être responsable de troubles du neurodéveloppement. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'alcoolisme fœtal. Certains médicaments, et on a beaucoup parlé de la dépakine, qui est un excellent antiépileptique, qui est très important, mais malheureusement, quand il est utilisé pendant la grossesse, il peut entraîner des troubles du développement, et notamment donc des troubles de type autistique. Ça peut être aussi des infections, ça peut être en périnatal un accouchement difficile avec des fautes d'oxygénation pendant l'accouchement,
ou postnatal, par exemple, là aussi, certaines infections peuvent entraîner un trouble du neurodéveloppement. Donc ça, c'est les causes environnementales. Alors, il faut dire que ces causes environnementales, c'est pas toujours facile à identifier. Est-ce qu'elles sont vraiment pour tel enfant responsable ou pas, hein, Ensuite, il y a ce que j'appelle les causes génétiques simples. Il y a un événement, par exemple un chromosome en trop, la trisomie 21, ce qu'on appelle des anomalies du nombre de copies, où vous avez un segment d'un chromosome qui, au lieu d'être en 2 copies, comme normalement, est soit en une seule copie, on dit que c'est une délétion, ou en 3 copies, on dit que c'est une duplication d'une des copies. Et ça, c'est des événements qu'on peut analyser, par exemple, par des puces à ADN. Et puis, ça peut être simplement un variant pathogène, 1 ou 2 variants pathogènes pour les maladies récessives, dans un gène, et on appelle ça une maladie monogénique, qui peut être neurodéveloppementale, ou qui peut être musculaire, ou qui peut être une cause de défaut de vision ou d'audition, etc. Donc ça fait partie des maladies monogéniques. Et à l'heure actuelle, grâce au progrès du séquençage, on a identifié peut-être 1200, 1500, ça dépend des critères exacts qu'on utilise, gènes qui, quand ils sont mutés, peuvent entraîner un trouble du neurodéveloppement. Mais certaines de ces mutations sont très rares, et donc il y aura très peu de patients atteints. D'autres sont plus fréquentes, et donc ça donnera une maladie qui est plus fréquente. Et puis, il y a tout le reste. Quand on n'a pas vraiment identifié de cause environnementale dont on est sûr, on suppose, enfin, on a des arguments pour dire que c'est quelque chose de multifactoriel qui combine à la fois des variations génétiques, mais sur plusieurs gènes, et puis des effets environnementaux. Mais quand on dit multifactoriel ou hérédité complexe, c'est en fait qu'on ne sait pas pour la personne donnée qu'est-ce qui est vraiment impliqué. C'est-à-dire que c'est sans doute, par exemple les études de jumeaux, etc., disent qu'il y a une part génétique, mais il y a certainement une part environnementale. Donc quand on a cette famille, on va pouvoir trouver, si on analyse le génome, des anomalies chromosomiques ou ce qu'on appelle les CNV, des anomalies sur des gènes qui sont liés au chromosome X et qui vont atteindre, dans la plupart des cas, spécifiquement les garçons qui n'ont qu'un seul chromosome X, mais par exemple le syndrome de Rett, qui est une maladie qui atteint que les filles, et il y a un gène qui est aussi sur le chromosome X. Simplement, un garçon, quand il a la même mutation, est encore beaucoup plus sévèrement atteint que la fille, et donc avec une durée de vie en général, une mortalité précoce. Et puis, on savait qu'il existait des maladies dites récessives, c'est-à-dire où chaque parent transmet une mutation dans un gène, mais si les deux ont la mutation dans le même gène, et qu'un des enfants a reçu les 2 mutations des 2 parents, les parents sont dits porteurs sains, et puis l'enfant sera atteint de cette maladie récessive. La probabilité de ces maladies récessives est augmentée, notamment pour des maladies très rares, quand il y a une consanguinité. Mais bon. Et puis, ça c'est la découverte qu'on a faite grâce au séquençage à haut débit, que, décidément, je suis désolé, que, en fait, il y a beaucoup de troubles, disons en général assez sévères du neurodéveloppement, ceux où il y a une déficience intellectuelle
plus éventuellement de l'autisme, plus éventuellement de l'épilepsie, d'autres, qui sont dus en fait à ces mutations de novo, c'est-à-dire que les parents n'ont pas la mutation, et une seule erreur dans un gène suffit à faire que l'enfant qui a eu cette mutation va exprimer cette maladie. Alors, les importantes différences maintenant de savoir si c'est lié au X, si c'est dominant ou si c'est récessif, si c'est de novo, c'est par exemple pour la récurrence, est-ce que cette famille a un risque d'avoir un autre enfant atteint? Si c'est une forme récessive, eh bien, en moyenne, un enfant sur 4 dans ce couple sera atteint, un risque de 1 sur 4 d'être atteint. Donc, une récurrence assez importante. Par contre, si c'est autosomique dominant de novo, il y a un risque faible qu'en fait les parents étaient porteurs d'une mutation en mosaïque qui était présente dans 5% des cellules, etc. Donc il y a un faible risque que ça se reproduise, mais quand même, c'est que 1 ou 2% au maximum. Donc on peut beaucoup plus rassurer les parents sur le fait que c'est très peu probable qu'il y ait de nouveau le même problème, et on peut le contrôler si on sait. Si c'est lié au chromosome X, il y a une hérédité qui est plus compliquée. En général, c'est des femmes porteuses qui n'expriment pas la maladie, en général, mais un garçon sur 2 pourra être malade. Voilà. Donc, si vous voulez, l'importance de savoir exactement s'il y a une cause génétique, comment elle se transmet, permet tout de suite de dire aux parents de faire du conseil génétique. Donc, on va y revenir. Vous voyez, ça c'est le nombre de gènes qu'on connaissait responsables de déficience intellectuelle ou de troubles du neurodéveloppement. Jusqu'en, je dirais, 1990, on en connaissait peut-être une petite cinquantaine en tout. Et puis, grâce au séquençage, grâce à l'analyse du génome, ça a commencé à augmenter. Ça, c'est le nombre total de gènes identifiés. Ça, c'est le nombre de gènes récessifs. Ça, c'est le nombre de gènes dominants. Ça a commencé à beaucoup augmenter quand on a pu faire un séquençage assez complet des gènes. Et ça, c'est ceux liés au X qu'on arrivait assez bien à identifier au départ. Et ça s'est un peu stabilisé. Donc, il y en a une centaine. Donc, depuis 2005-2010, une explosion des connaissances sur le nombre de gènes qui peuvent entraîner ces anomalies. Alors maintenant je vais aller dans le vif du sujet, après avoir été un peu long. Quand est-ce qu'on est sûr qu'un trouble du neurodéveloppement chez un enfant donné, pas en statistique, sur celui-là, est-ce que c'est une cause génétique ou pas? Eh bien, on sait que c'est génétique uniquement quand on a trouvé la cause, quand on est certain de l'avoir identifiée. Parce que autrement, tant que vous n'avez pas trouvé la cause, vous ne pouvez pas dire si c'est génétique ou pas génétique. Et il faut que cette cause soit suffisamment certaine pour dire, voilà, on est sûr que parce qu'il a eu cette mutation, cette variation, cette anomalie de nombre de copies, ça suffit à expliquer la totalité, ou en tout cas la majorité des troubles qu'il a. Alors, par contre, pour dire que on est sûr que c'est pas génétique, ça c'est beaucoup plus difficile. Parce que pour ça, il faut aller, même si on a séquencé tout le génome et on a essayé de l'analyser, comme on ne comprend pas tout,
on ne va pas pouvoir être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas su interpréter qui n'est pas en fait une cause génétique. Donc, vous ne pouvez dire qu'il y a, que c'est pas du tout génétique, ou qu'il n'y a pas de cause génétique, que si vous êtes sûr d'avoir un facteur environnemental, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte anoxie à la naissance, où c'était un très très grand prématuré, et que vu ce qu'on a pu faire comme test à sa naissance sur l'état du cerveau, c'était suffisant à expliquer qu'il y a des troubles du neurodéveloppement. Mais c'est beaucoup plus difficile de pouvoir affirmer que c'est neurodéveloppemental. Pour donner un exemple, un jour j'ai fait une conférence dans un hôpital à Soissons, et sur l'invitation d'une infirmière qui s'intéressait à l'X fragile, et elle s'intéressait à l'X fragile parce que, en fait, elle avait fini par avoir le diagnostic que son fils, qui avait des problèmes neurodéveloppementaux, avait le syndrome X fragile. Mais elle m'a dit qu'elle a entendu ce diagnostic pendant plus de 10 ans, parce que comme elle avait eu un accouchement un peu difficile, comme l'enfant, dès l'âge de 2-3 ans, commençait à avoir effectivement des signes, etc., on a mis ça sur bah oui, c'est parce qu'il y a eu un accouchement difficile, il y a eu sans doute un défaut d'oxygénation, et c'est pour ça qu'il est comme ça. Et en fait, comme elle me disait, c'est en lisant un article de la bibliothèque de son hôpital général qui décrivait le syndrome X fragile, elle dit mais ça ressemble à mon gamin. Elle a fait le test et puis c'était ça. Donc il faut se méfier des a priori en disant ah oui, il y a eu un accouchement difficile, il a fait une infection très tôt, ça doit être ça, parce qu'il peut y avoir peut-être autre chose, et s'il y a autre chose, si c'est génétique, de nouveau, c'est la question du risque de récurrence. Et donc, une chose qui est importante, parce que souvent, quand je discutais avec des parents, ils me disaient « Ah oui, mais on a fait un test, et ils n'ont rien trouvé, donc c'est probablement pas génétique. » Et je leur disais « Mais vous l'avez fait quand, le test ? Si c'était il y a 10 ans, les choses ont complètement changé. Mais même quelquefois, si c'était fait il y a 2 ans, il y a des réponses qu'on ne pouvait pas donner, des interprétations qu'on ne pouvait pas faire, ou ça dépend beaucoup quel test a été fait. Est-ce qu'on a séquencé l'ensemble des gènes, ou juste ce qu'on appelle un panel de 50 ou 100 gènes qui peuvent être associés à des troubles du neurodéveloppement. Donc, ça c'est une chose importante, c'est de dire que si on n'a pas trouvé une cause génétique au temps T, on la trouvera peut-être plus tard avec l'évolution des techniques, l'évolution des connaissances, parce que chaque mois, on trouve de nouveaux gènes qui sont associés à des troubles du neurodéveloppement. Donc, si on avait trouvé, tiens, il y a une variation dans tel gène il y a 2 ans, mais on ne savait pas l'interpréter, 2 ans après, il y a une publication qui dit des variations dans ce gène peuvent être responsables de troubles du neurodéveloppement. Maintenant, on sait, alors qu'il y a 2 ans, on avait déjà, si vous voulez, le résultat là, mais on n'était pas capable de l'interpréter. Donc, et puis les outils, il y a des progrès techniques. Donc, alors, la question, c'est effectivement à un moment, est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter ? Est-ce qu'il faut tout le temps continuer à chercher une éventuelle explication génétique ? Et là, je dirais que, par exemple, ça peut être dû à 2 choses. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'une famille qui veut encore avoir des enfants ? Ou est-ce qu'il y a dans la famille une sœur, un frère qui voudrait avoir des enfants et qui a vu que chez son frère atteint, c'était très grave, et qui voudrait être sûr qu'il n'y a pas de risque qu'elle ait un enfant avec la même chose. Donc, s'il y a une demande de conseil génétique, parce qu'il y a une demande de pouvoir avoir d'autres enfants
dans le couple ou même dans la famille proche, ça peut valoir le coup de pousser les investigations. Ça peut valoir le coup aussi si c'est une forme sévère, où on suspecte, plus c'est sévère, plus on a tendance à suspecter que ça pourrait être génétique. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, la génétique c'est compliqué, mais alors les causes environnementales, parce qu'on se dirait, ben voilà, c'est quoi les causes environnementales? Et en fait, les causes environnementales, c'est encore plus compliqué que les causes génétiques. Pourquoi? Parce que l'environnement, c'est les pesticides, les toxiques, ce que vous mangez, ce que vous respirez, etc. Ça, c'est tout l'environnement. Et ça ne dépend pas simplement les médicaments qu'on prend, mais ça ne dépend pas. La génétique, en tout cas, c'est quand même assez stable. C'est-à-dire que vous avez le même génome à 20 ans qu'au départ. Mais ce qui est de l'environnement, ça dépend de quand vous avez pris le toxique, ou quand est-ce que vous avez soumis à cet effet, à quelle dose, pendant combien de temps. Par exemple, pour donner l'exemple de ce très bon médicament antiépileptique qui est la dépakine, ou valproate, comme on dit, si une femme est sous dépakine parce qu'elle a de l'épilepsie et que c'est le médicament qui marche, si elle n'est pas enceinte, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais si elle le prend alors qu'elle est en début de grossesse, ça peut entraîner effectivement des anomalies du neurodéveloppement. Alors ça, on a fini par identifier pour ce médicament-là. Mais il y a plein de choses dans l'environnement qui vont se moduler, etc. Donc ça devient très difficile. Donc voilà, c'est juste dire... souvent on dit, ah ben, il doit y avoir un effet de l'environnement, c'est peut-être les pesticides, mais arriver à démontrer que, effectivement, les pesticides sont responsables de troubles du neurodéveloppement, il faut des études épidémiologiques très sophistiquées, très chères, pour pouvoir dire que c'est ça qui est associé à une augmentation, par exemple, du risque d'autisme, ou pas. Voilà. Il y a des études, par exemple, je sais en Californie, par exemple, il y a l'histoire, est-ce que les pesticides qui sont utilisés dans les vignobles, et les vignobles, c'est souvent près des maisons, hein. Enfin, en tout cas en Alsace, c'est comme ça. Est-ce que si une femme est enceinte, ça pourrait jouer un rôle? Et je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des études pour savoir est-ce que le risque de troubles du neurodéveloppement sans mutation génétique identifiée peut être corrélé avec la localisation de là où vivait la mère quand elle était enceinte, etc. Mais c'est très compliqué, donc il y a des choses, mais c'est assez difficile. Pour la dépakine, ça a mis quand même pas mal de temps, jusqu'à ce qu'on arrive. Alors au début, la dépakine était associée à des anomalies de la fermeture du tube neural. Donc ça, c'était des choses qui sont extrêmement rares normalement, et quand on a constaté que, effectivement, sur des femmes traitées par la dépakine pendant la grossesse, on pouvait voir chez l'enfant ces anomalies de fermeture du tube neural, ça dit, ah, ça ne peut être que lié à la dépakine, parce que c'est quelque chose qui est normalement extrêmement rare, et qui là, devenait beaucoup plus fréquent. Et alors, les gens ont pensé que, comme ils ont quand même continué, notamment en France, à donner de la dépakine, parce que quelquefois on disait que c'est le meilleur médicament, et puis on va surveiller par l'échographie pour voir s'il y a des anomalies de fermeture du tube neural. S'il n'y a pas d'anomalie, tout va bien. Sauf qu'au bout de plusieurs années, on a commencé à voir que ces enfants qui avaient été exposés à la dépakine pendant la période fœtale avaient plus de manifestations de neurodéveloppementales, notamment d'autisme.
Et c'est ce qui a permis rétrospectivement de se dire, mais ça a mis du temps, qu'en fait, même s'il n'y a pas d'anomalie du tube neural, il peut y avoir d'autres anomalies du développement. Donc ces études environnementales, il y en a qui se font, mais c'est des choses qui demandent vraiment des gros efforts, des gros moyens, et aussi de pouvoir croiser des informations. On a en nous, de par notre génome, une variabilité du risque de développer telle ou telle maladie. Donc il y a des gens qui sont protégés contre, je dirais, le diabète de type 2, mais qui ont plus de risques d'avoir un cancer du côlon, etc. Donc, et ça, on sait qu'il y a ce qu'on appelle, maintenant on peut même essayer de tester, mais c'est pas très bon pour le moment, pas très précis, et je ne sais pas si ça pourra l'être beaucoup, plus ce qu'on appelle le risque polygénique. C'est très à la mode. Il y a même quelques compagnies qui disent on va pouvoir vous prévoir le risque polygénique de votre enfant à naître. Ça, c'est vraiment complètement stupide et ça sert pas à grand-chose. Mais on sait souvent pour d'autres types de maladies que ce qu'on appelle le risque polygénique, c'est-à-dire les variations dans les autres gènes, peuvent moduler le fait que ça soit plus ou moins sévère, par exemple, même pour une cause génétique donnée. Donc, moi je dirais que, effectivement, s'il y a, par exemple, une cause je dirais ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais c'était ce qu'un pédopsychiatre de Rouffach me racontait. Il trouvait qu'il y avait, dans les environs, beaucoup de familles avec justement ce genre. Il y en a un qui est plutôt 10, il y en a un qui est plutôt autiste, il y en a, c'est plutôt de l'hyperactivité, mais ils ont tous des problèmes sans qu'on trouve vraiment du génétique, etc. Et lui se demandait, mais je dis ça, ça n'a pas été prouvé, c'était du côté de Rouffach, il y a beaucoup de vignes, et les vignes sont à côté des maisons, et il se demandait s'il n'y avait pas des expositions aux pesticides, mais sans pouvoir, comme dirait, il faudrait faire une étude. Donc il pourrait y avoir, parce que l'environnement c'est partagé dans une famille en général, hein. Les gènes, c'est les gènes du père et de la mère, donc s'il y a du polygénique, ça peut aussi expliquer ces choses-là, mais sans qu'on puisse dire aux familles, dans l'état actuel des connaissances, c'est ça ou pas. Hein, alors, la chose, si on trouve chez celui qui est très atteint une mutation et qu'elle n'est pas présente chez les autres, on a déjà une partie de la réponse. C'est-à-dire que, en tout cas, ce qui est très sévère, c'est dû à cette mutation. Donc, l'importance de ce diagnostic, permettre la cause, de connaître la cause, je pense que c'est important pour les familles, notamment, je crois, vous me corrigerez, mais quand il y a des troubles du comportement. Une analyse chromosomique, si vous aviez simplement pris un peu de sang pour faire l'analyse chromosomique, par les techniques dites de cytogénétique, il faudra refaire le prélèvement, mais maintenant c'est des techniques qu'on utilise. Sur l'ADN, quand on fait les études, on peut garder 10 ans, 15 ans au laboratoire l'ADN et refaire l'analyse. Donc, par contre, il y a ce qu'on appelle la transcriptomique. Quand vous n'avez pas trouvé ou que vous n'êtes pas sûr d'avoir trouvé, une analyse des ARN peut être nécessaire. Là, il faut un autre prélèvement. Donc, disons que la majorité des études génétiques actuelles, vous pouvez les refaire. On a fait souvent des diagnostics sur des ADN qui traînaient depuis 10 ans, enfin, pas traînaient, qui étaient répertoriés, mais qui étaient depuis 10 ans au labo. D'accord ? Mais certains tests plus sophistiqués peuvent demander un nouveau prélèvement. Mais autrement, c'est un prélèvement sanguin. Donc c'est pas, ça peut même être un prélèvement, un frottis de bouche, etc. Mais enfin, c'est plus propre. En général, on préfère du sang. Mais on peut le garder.
Donc connaître la cause. Et par exemple, quand il y a des troubles du comportement ou des troubles de type autistique, vous savez, bon maintenant je pense que c'est à peu près fini, mais il fut un temps où l'autisme était considéré comme un défaut d'interaction sociale qui était lié à ces mères réfrigérateurs ou à une mère qui en faisait trop ou qui en faisait pas assez. Donc il y avait cette histoire de est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû, ou j'ai pris 2 verres de champagne pendant la grossesse et ça doit être ça qui a fait que mon enfant, etc. De connaître, de dire qu'il voilà, il y a une cause génétique, ça permet de dire c'est pas qu'on a fait quelque chose qui n'était pas bien, etc. Donc ça c'est important. Et de savoir qu'il y a effectivement une cause, voilà, qui est identifiée. Ensuite, ça peut orienter la prise en charge médicale, éducative, et puis plus rarement, mais je donnerai quelques exemples, le traitement. Mais beaucoup plus rarement où on dit ah si c'est cette cause-là, il faut prendre ce traitement. Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas très souvent. On espère que ça va arriver plus souvent. Mais par exemple, la prise en charge éducative, je vais donner l'exemple que je connais un peu mieux que d'autres, c'est l'X fragile. Le syndrome de l'X fragile, c'est des enfants qui sont très sensibles aux stimulations sensorielles qui vont les perturber. Et donc, ce qu'il faut essayer, par exemple, si on est en train d'essayer de leur apprendre à lire ou d'apprentissage, à essayer d'avoir un environnement calme. Et par exemple, c'est aussi des enfants qui ressentent une anxiété de voir le regard d'une autre personne. C'est pas que ça les intéresse pas, hein, mais ils trouvent que c'est très fort et donc ils vont avoir tendance à baisser les yeux, à ne pas regarder la personne dans le visage. Si celui qui enseigne ou le parent veut absolument dire « mais regarde-moi », ça peut le perturber aussi. Donc si vous voulez, il y a des choses qu'on peut savoir. Et puis, donc, il y a aussi du point de vue médical, qu'est-ce qu'il faut surveiller? S'il y a de l'épilepsie, est-ce qu'on sait quel type de médicament il vaut mieux utiliser ou pas? Donc, orienter la prise en charge. Et puis, la prévention de ce qu'on appelle les comorbidités. Parce que quand vous avez un gène qui ne fonctionne pas bien, peut-être que c'est un gène qui n'est pas uniquement important pour une activité cognitive. Il est peut-être important pour le cœur, il est peut-être important pour les muscles. Par exemple, il y a des formes de myopathie de Duchenne avec déficience intellectuelle. Et donc, on peut se dire qu'il y a peut-être, pour tel gène, des choses à surveiller, parce que probablement, par exemple, s'il y a des problèmes cardiaques, ceux-là, au moins, on peut les traiter, les prévenir éventuellement, ou en tout cas les traiter de manière précoce, etc. Donc c'est important de pouvoir avoir cette cause et de savoir ensuite est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour cette cause-là. Ça permet, alors ça c'est très important, le conseil génétique, c'est-à-dire la famille, si c'est une forme assez grave ou sévère, la question c'est est-ce que si on refait un enfant, il aura la même chose? Ou comme je disais, le frère ou la sœur qui se marie et qui a un frère très atteint, est-ce que éventuellement ça peut ressortir? Et ça, vous ne pouvez faire ce conseil génétique que quand vous connaissez exactement la cause. Quel gène? Est-ce que c'est récessif? Est-ce que c'est dominant? Est-ce que c'est lié au X? Et vous pouvez savoir dans la famille qui a un risque d'avoir, par exemple, dans l'X fragile, c'est quelquefois sur des branches éloignées, où il peut y avoir le risque d'avoir des enfants atteints. Mais vous pouvez le suivre parce que vous savez qu'il y a des mutations X fragiles qui sont transmises chez certains des membres de cette famille. Donc ça, le conseil génétique, risque de récurrence, éventuellement aussi ça permet de faire
un diagnostic prénatal si c'est une forme dont la sévérité est telle que ça justifie un diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Et puis, connaître la cause, ça permet de faire les recherches sur cette cause, de mieux comprendre cette maladie particulière, de manière fondamentale, les mécanismes, mais aussi précliniques ou cliniques, c'est-à-dire pour pouvoir préparer peut-être des développements de médicaments. Ça permet aussi la participation des familles à des associations de patients ou des groupes Facebook qui ont exactement la même cause et donc qui peuvent s'échanger. Tiens, est-ce qu'il y a aussi des problèmes d'élocution? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a un bon orthophoniste qui pourrait aider, etc. Donc de pouvoir communiquer avec d'autres parents qui ont des causes identiques, ça peut être utile, ça permet aux parents de pouvoir échanger. Et puis, notamment en France, mais dans beaucoup d'autres pays, je sais en Angleterre aussi, avoir un diagnostic génétique peut aider pour avoir des aides sociales. Parce que vous dites, ah oui, il a des troubles du comportement. Ouais, d'accord, est-ce que c'est vraiment des troubles du comportement? Est-ce que c'est pas parce que la famille est un peu trop agitée, etc. Si vous pouvez dire à la MDPH, il y a eu une mutation qui a été trouvée et que cette mutation indique qu'il y a effectivement des problèmes cognitifs et des problèmes de comportement, et c'est pas que l'enfant est paresseux, ok, juste, voilà, ça peut aider. Je sais que les gens disent aussi en Angleterre que ça aide beaucoup à faire avancer un dossier, de pouvoir dire, ah oui, on n'est pas en train d'inventer quelque chose pour avoir une aide sociale, il y a vraiment un problème. C'est un peu idiot, parce que finalement, le clinicien qui connaît l'enfant et connaît la famille est capable de le dire. Mais tant qu'il n'y a pas un nom très précis, on va dire ouais, mais enfin bon, c'est peut-être un peu, il exagère, etc. On a fait d'énormes progrès en diagnostic moléculaire, en trouver les causes génétiques, mais on n'est pas au bout. Et je vais juste illustrer quels sont les problèmes, juste pour que vous compreniez que c'est pas parce qu'on vous a dit on n'a rien trouvé ou on a trouvé quelque chose mais dont on n'est pas sûr, ça fait partie actuellement de l'état de l'art et que ça va s'améliorer, mais ça ne va pas s'améliorer pour tout le monde. Il y aura des questions qui resteront plus difficiles que d'autres. Les puces à ADN, ça trouve des anomalies de nombre de copies, mais ça ne trouve pas des petites anomalies juste d'un nucléotide. Donc, si la puce à ADN n'a rien donné, eh bien, il faut commencer à analyser les gènes eux-mêmes. Alors, pour des raisons, je dirais, d'économie et d'efficacité, beaucoup de labos, dont le nôtre, avec Amélie, par exemple, on a décidé de faire des panels de gènes. Donc, on testait 200, 300, 400 gènes dont on sait qu'ils sont associés à des troubles du neurodéveloppement. Mais c'est au tenté les connaissances. Maintenant, on en a 1000. Donc, si on avait fait un panel, on n'a rien trouvé dans le panel, dans certains labos, ils font que des panels de 50 gènes, eh ben, il faut peut-être aller plus loin. Après, il y a tous les gènes, c'est les exomes, c'est les 20 000 gènes. Maintenant, si on peut se le permettre, c'est-à-dire si l'hôpital vous donne les moyens pour le faire, l'exome, c'est beaucoup plus complet. Et puis, maintenant, dans le cadre du plan France médecine génomique, on va pouvoir faire de plus en plus des génomes complets. L'exome, c'est 2% du génome complet. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on ne sait pas très bien comment interpréter les 98%. Donc ça, même si on n'a pas réussi à interpréter et trouver quelque chose, peut-être que dans 3 ans, 5 ans, la bioinformatique nous permettra d'en savoir plus de choses.
Et puis alors un des gros problèmes, c'est ce qu'on appelle les VIS ou les VUS, les variants de signification incertaine ou inconnue. C'est-à-dire on trouve un variant dans un gène dont on sait qu'il est associé, il peut être associé à un trouble du neurodéveloppement. Et ce variant, on n'est pas sûr qu'il soit bénin, on n'est pas sûr qu'il soit pathogène, et donc on va le classifier dans variant de signification inconnue. Notre compréhension de ce qui est important dans un gène donné, elle n'est pas suffisante. Alors, on s'aide beaucoup de grandes bases de données, et il y a maintenant de plus en plus de bases de données qui nous permettent de voir ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le mythique des généticiens. On a trouvé ça dans un gène, on ne sait pas vraiment l'interpréter. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a trouvé chez un patient? Et on envoie des mails ou par un site qui s'appelle GeneMatcher, hein, c'est un mythique. On dit, est-ce que tu as déjà trouvé dans ce gène une mutation qui ressemble à ça? Et de temps en temps, il y a un type qui dit, oui, nous on avait un cas pour un gène où, après une première analyse des bases de données, on s'était dit, ça ne peut pas être pathogène. Mais l'étudiante d'Amélie a quand même envoyé un mail sur le GeneMatcher, et en quelques mois, il y avait 4 autres patients qui avaient exactement la même variation, avec la même manifestation sévère de déficience intellectuelle sévère, avec épilepsie, etc. Et donc, là, on était sûr que c'était bien ça. Voilà. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'au tenté, on ne sait pas. Donc, l'histoire, c'est de rappeler, tiens, on voudrait savoir, c'est important pour nous. Alors, il y a le problème de réanalyser, ce que je dis, tous les 2 ans, les exomes négatifs, par exemple. Sauf que c'est du temps passé pour les biologistes, et la question, c'est est-ce que l'hôpital va tenir compte de ça comme activité? Parce que, comme on est obligé de justifier qu'on a une activité qui se calcule, donc voilà, il y a un truc, il y a des labos qui disent, tous les 2 ans, on reprend toutes les analyses sur lesquelles on n'avait pas eu de conclusion pour voir est-ce que maintenant on va trouver. Donc ça fait partie des choses. Donc voilà, donc et quand on fait un whole genome, par exemple, les 98% du reste du génome, il y a peut-être des choses qui peuvent être des variants pathogènes, mais pour le moment, on a énormément de difficultés à avoir les moyens de le savoir. Donc ça, c'est des technologies qui sont à développer. Et puis, je reviendrai, pour simplifier notre manière de voir, on dit par exemple, quand c'est un variant qui est transmis dans la famille de manière dominante, on dit si le parent qui a ce variant, qui l'a transmis, lui, il n'a pas de trouble du neurodéveloppement, c'est que ça ne peut pas être pathogène. Mais on sait aussi qu'il y a ce qu'on appelle la pénétrance incomplète, c'est-à-dire qu'un même variant, chez une personne, peut donner un problème, chez une autre, elle peut donner quelque chose de beaucoup moins sévère ou même de non détectable. Il y a une maladie qui peut être assez terrible, qui s'appelle la neurofibromatose. Ça peut se traduire par quelques taches café au lait sur la peau, et sans avoir de problème. Ça peut se traduire par des excroissances absolument terribles ou des problèmes de neurodéveloppement, etc., dans la même famille. C'est la même mutation dans la même famille. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a des difficultés à rentrer dans nos raisonnements et qu'il va falloir, c'est une des choses qu'il va falloir développer pour pouvoir vraiment savoir est-ce qu'il y a des causes qui sont dites pas complètement pénétrantes, mais qui sont quand même importantes à connaître. Et voilà. Bon, enfin,
on a encore beaucoup de choses à apprendre. Vous savez, les analyses du génome, ça fait, je dirais, dans le neurodéveloppement, ça fait 10 ans qu'on en fait. Et donc, on a encore beaucoup à apprendre. Et ça va permettre de savoir. Alors, d'autre part, ça dépend des manifestations cliniques. Parce que maintenant, il y a suffisamment de données pour dire que quand il y a un enfant qui a une déficience intellectuelle, disons modérée à sévère, avec ou sans autisme, avec ou sans épilepsie, vous avez 40 à 50% de chances d'identifier une cause génétique. C'est un peu moins si on dit c'est une déficience intellectuelle légère ou borderline. Mais quand, par exemple, vous parlez d'un enfant ou d'un adulte d'ailleurs plutôt, qui a un autisme dit de haut niveau, c'est beaucoup plus rare de trouver quelque chose dont on pouvait dire ça, c'est la cause génétique. C'est la même chose pour l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Vous pouvez trouver des mutations là-dedans quand c'est associé à autre chose. C'est quelqu'un qui a une hyperactivité plus un léger déficit cognitif, ou d'hyperactivité plus une épilepsie, etc. Mais quand c'est juste du TDAH, j'ai du mal à dire ça, TDAH, ou simplement un 10 même important, c'est rare qu'on trouve une cause génétique. Je ne sais pas si tu es... 10%. Plus que 10%. Non, c'est... Ah, pardon. Moins que 10%. Voilà, c'est une erreur que j'ai fait exprès pour voir si les gens regardaient. Non, mais vous avez raison, c'est plutôt moins... Voilà. Désolé, j'ai fait ça un peu rapidement. C'est moins de 10%. Voilà. Puisque 40 à 50, ça c'est ce qu'on trouve à peu près pour déficience intellectuelle avec éventuellement autre chose. Une épilepsie sévère, ça sera sans doute aussi autour de 40 ou 50%. Mais un Asperger, ça peut arriver, on trouve, voilà, 10% des cas peut-être, ou moins de 10%. Donc là aussi, ça peut indiquer combien est-ce qu'il faut vraiment se battre pour essayer d'avoir l'explication. Voilà. Un Asperger peut avoir un autisme sévère, c'est-à-dire un déficit sévère d'interaction sociale. Mais s'il n'y a pas de trouble du langage, pas de trouble cognitif, en général, on trouve moins souvent quelque chose. On a trouvé, Thomas Bourgeron avait décrit des cas dans la même famille, d'ailleurs, où un avait un Asperger et un autre avait un autisme avec déficience intellectuelle, et il y avait la même mutation. Mais c'est pas très fréquent, voilà. Alors, il y a une question, souvent on entend même à la radio, etc., parler de l'épigénétique. Ah, si c'est pas génétique, ça pourrait être épigénétique. Alors l'épigénétique, pour en dire très rapidement, c'est pour que les gènes fonctionnent, il y a un environnement, soit sur le chromosome des protéines du chromosome qui font que le gène va fonctionner dans telle ou telle cellule ou pas, ou des modifications de l'ADN qui ne modifient pas la séquence, mais qui rajoutent ce qu'on appelle la méthylation. Et ces différences épigénétiques sont très importantes pour le fonctionnement des gènes dans un tissu donné. Il y en a la majorité sont non transmissibles à la descendance, c'est-à-dire que on efface ces modifications quand on transmet l'information, mais pas toutes, certaines sont gardées. Et il y a des maladies où on sait qu'il y a des anomalies épigénétiques. Donc ça, par exemple, l'X fragile, d'une certaine manière, il y a une partie de l'explication qui est épigénétique. Mais comme une bonne partie de l'épigénétique peut être spécifique d'une région donnée, de certaines cellules ou du cerveau, il y a une partie de l'épigénétique qui peut être
importante, on le sait pour les cancers, on le sait, mais qui ne sera pas possible de documenter parce qu'on ne peut pas faire des biopsies de cerveau pour savoir est-ce que dans telle région du cerveau, il y a une anomalie de méthylation qu'on ne voit pas au niveau des cellules sanguines, des leucocytes, des globules blancs, qui sont ceux qu'on analyse. Donc, si vous voulez, l'épigénétique, c'est des mécanismes très importants, mais au point de vue du diagnostic, ils peuvent aider dans certaines circonstances, mais dans d'autres, par exemple, s'il y a des anomalies spécifiques dans le cerveau, chez l'homme, pour le moment, ça va être difficile de pouvoir les documenter. Voilà. Donc, quand on dit... parce que l'épigénétique peut être modifiée par l'environnement, par le stress, par des toxiques. Ça, c'est bien connu. D'ailleurs, la dépakine a une action épigénétique, mais ce n'est pas si facile que ça à utiliser, etc. Bon, alors... Les parents, notamment ceux qui ont eu une longue histoire d'errance diagnostique. Quand vient le diagnostic, c'est un grand moment parce que, même si ça peut être très, très, très dur, etc., mais enfin, au moins, voilà, on a appris quelque chose, on a attendu pendant 5 ans ou 10 ans qu'on donne une explication, on l'a. Mais une fois qu'ils l'ont, la question qui vient ensuite, c'est, quand il y a cette mutation dans ce gène, est-ce que cet enfant qui a des troubles, par exemple, qui ne sait pas encore parler, ou qui a des troubles du langage, est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce qu'il va apprendre à lire ou à écrire? Ou est-ce que ça va rester stable? Ou, dans certains cas, quand dans le syndrome de Rett, par exemple, ça va se détériorer. Donc, la question qu'ils vont avoir, c'est, pour cette anomalie génétique que vous avez trouvée, quel va être l'avenir de cet enfant? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça qu'on a notre projet Génida, mais c'est une contribution, c'est que souvent, il y a eu dans les publications scientifiques 10 ou 15 patients qui sont décrits, et qui sont décrits au temps T. Cet enfant qui a 2 ans, on a trouvé la mutation, il ne parle pas. Mais on ne sait pas. Si le papier est sorti il y a 5 ans, on ne sait pas si cet enfant, maintenant, il parle. Hein? Et donc, on a peu d'informations. Donc, un des grands problèmes à l'heure actuelle, c'est de pouvoir avoir le plus d'informations possible sur toutes ces 1000 ou 1200 formes pour pouvoir informer les parents, pour pouvoir leur dire, tiens, chez lui, il va falloir surveiller le cœur parce qu'on sait que dans 30 ou 40% des cas, il peut y avoir des problèmes cardiaques et que ça peut éventuellement, soit il y a des médicaments, ou soit il y a peut-être une opération qu'on peut faire, etc. Donc, et savoir ensuite, est-ce qu'il y a une prise en charge médicale, éducative, comportementale, plus ou moins spécifique pour ce gène. Alors c'est vrai que les cliniciens vont se dire, en fonction de la manifestation clinique, je vais proposer ceci ou cela, parce qu'en général, ça peut marcher pour ça. Mais il peut y avoir des aspects spécifiques, par exemple, peut-être pour l'épilepsie, je donnerai un exemple, voilà. Et donc, il faut essayer de trouver, est-ce qu'il y a des informations quelque part? Souvent, elles sont autentées, pas suffisantes, mais vous avez des bases de données comme Orphanet, vous avez quelque chose en anglais qui s'appelle Gene Reviews, qui est souvent très bien. Vous avez ce qu'on appelle les PNDS, qui ont été faits pour les protocoles de diagnostic et de soins, ça peut être utile, c'est des guidelines en anglais. Et puis il y a, en France, c'est quand même bien organisé, sur les centres de référence, les filières maladies rares, les centres de référence maladies rares, etc. J'ai les centres de retour sur autisme quand il y a des manifestations autistiques. Et puis, donc, notre projet Génida, alors je vais en dire un mot, parce que là, je pourrais en parler encore pendant 1 heure, mais je crois que on ne va pas me permettre. Et après, je parlais un peu de traitement, quand même, juste 5 minutes. Hein.
Notre projet Génida, c'est de dire que voilà, quand il y a des enfants ou des adultes ou des adolescents qui ont été diagnostiqués avec une mutation dans tel ou tel gène responsable de troubles du neurodéveloppement. On voudrait savoir comment ça se passe quand ils avancent en âge. Est-ce qu'ils finissent par apprendre à lire et à écrire? Est-ce qu'ils ont d'autres problèmes, d'autres comorbidités, etc. Et le problème, c'est que ces enfants, quand ils grandissent, ils ne vont pas toujours dans un centre universitaire. Et dans ce centre universitaire, ils ne vont pas avoir le temps à chaque fois de rentrer tout ce qu'ils ont trouvé sur cet enfant. Et puis surtout, la plupart du temps, ils finissent par être suivis par le médecin généraliste, qui lui certainement ne va pas commencer à rentrer dans des bases de données, etc. Et donc on s'est dit que ceux qui peuvent être motivés à suivre cet enfant et à rentrer les informations le plus précises possible, c'est les parents. Donc notre projet Génida, c'est réservé aux familles où il y a un ou éventuellement plusieurs enfants pour lesquels on a trouvé une cause génétique bien identifiée par un laboratoire spécialisé, etc., où on leur a dit, voilà, votre enfant a ces problèmes parce qu'il a une mutation dans le gène d'IRCA, par exemple. À ce moment-là, ils peuvent s'inscrire sur notre site Génida et répondre à toute une série de questions. La plupart, c'est des QCM, c'est assez facile à remplir. Où on va leur demander, est-ce qu'il a des troubles cardiaques? Si vous dites non, il n'y aura pas d'autres questions sur les troubles cardiaques. Si vous dites oui, on va aller un peu plus loin pour demander, est-ce que c'est des troubles du rythme? Est-ce que c'est des anomalies du développement cardiaque, etc. On va essayer d'en savoir un peu plus. On vous demande, est-ce qu'il a de l'épilepsie? Si vous dites non, pas d'autres questions. Si vous dites oui, c'est quel type d'épilepsie? Et ça, c'est votre médecin, le neurologue, qui vous aura dit, c'est tel ou tel type, une épilepsie absence, etc. Et puis, est-ce qu'il a fallu pour cette épilepsie des médicaments? Quels médicaments? Etc. Donc, vous voyez, on explore, et ça, c'est les parents qui vont répondre. Et quand on a suffisamment de dossiers pour une cause génétique donnée, on peut commencer à peut-être savoir, tiens, dans cette cause-là, les enfants, bien qu'ils aient eu un retard de langage, vont pouvoir apprendre à parler, vont pouvoir avoir, par exemple, des capacités d'écriture ou de lecture, et on va savoir est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont limitées, etc. Donc on va apprendre ces choses-là. Une des choses qui a orienté notre idée de faire ce truc Génida, c'est quand je discutais avec la présidente de l'association nationale du syndrome Prader-Willi, qui me dit que dans cette association, ils ont convaincu le ministère de la Santé de faire une carte de soins et d'urgence pour le syndrome de Prader-Willi, où il y avait en rouge, mettre risque de complications respiratoires et cardiovasculaires liées à l'obésité. Bon, ça pouvait être... C'est un syndrome où, en plus du trouble du neurodéveloppement, il y a une obésité qui peut être très importante. Et contre-indication formelle aux benzodiazépines, qui sont des médicaments pour calmer, et à tout autre médicament dépresseur respiratoire. Quand on regarde dans la littérature scientifique, il n'y a aucun papier qui dit que les benzodiazépines sont déconseillés dans la maladie de Prader-Willi. Mais en fait, eux, ils avaient constaté que pour des patients adultes ou qui vivaient dans des institutions ou qui étaient dans des ateliers protégés, etc.,
il pouvait de temps en temps avoir des colères très très difficiles à calmer, et que dans certains cas on avait donné des benzodiazépines et qui avaient apparemment même des issues fatales liées à ça. Sauf qu'il n'y a personne, c'était pas dans un environnement universitaire, donc personne n'a songé à faire une publication pour dire que ça s'était passé. C'est des cas isolés, mais eux, ils en avaient eu suffisamment pour pouvoir dire et convaincre le ministère de la Santé. Il ne faut pas de benzodiazépines. Donc c'est pour ça que cette participation des parents, y compris sur des choses dont on peut se dire ça n'a peut-être pas de relation avec la mutation responsable du trouble du neurodéveloppement, ça, on n'en sait rien. Il faut justement l'apprendre. Ou, par exemple, on demande aussi qu'est-ce qui affecte la qualité de vie, qu'est-ce qui affecte la santé. Si on nous dit que le sommeil, il y a des problèmes importants, eh bien, ça peut être très important pour la famille, pour le patient, de pouvoir dire, attention, là, il faut surveiller, il faut essayer de comprendre quelle anomalie du sommeil. Voilà. Et, allez, la dernière, juste, vers le traitement. C'est une histoire strasbourgeoise qui est due à Anne de Saint-Martin que j'aime beaucoup, parce qu'effectivement, par exemple, sur l'X fragile, il y a eu, ça c'est dans ce que j'aurais dû parler, beaucoup d'essais cliniques qui ont été décevants, et il y a des tas de choses, mais je voudrais donner cet exemple, donc, un article de Anne de Saint-Martin, donc notre spécialiste je ne sais pas si elle est ici, mais notre spécialiste de l'épilepsie, et avec notre laboratoire qui à l'époque était dirigé par Jamel Chelly, qui avait développé donc l'analyse de génétique dans les épilepsies. Et il y avait cette histoire d'un enfant de 10-11 ans qui avait une forme d'épilepsie nocturne, vraiment terrible, avec 40 ou 50, il dit 50 crises par nuit. Donc il ne pouvait pas dormir. S'il ne pouvait pas dormir, le lendemain, il ne pouvait pas aller à l'école. Il avait des troubles du comportement parce qu'évidemment, il était fatigué. Et puis d'avoir des crises d'épilepsie, ça finit par quand même atteindre aussi les fonctions cognitives. Donc il n'était plus scolarisé. Résistant à tous les anti-épileptiques qu'ils avaient testés. Le laboratoire fait un exome et il trouve une mutation dans un récepteur dans le cerveau, enfin une protéine qui a un rôle de récepteur, qu'on appelle récepteur nicotinique. Parce qu'il est modulé par la nicotine qu'on trouve dans les cigarettes. Mais c'est un récepteur pour un transmetteur, l'acétylcholine, etc. Sauf qu'il y avait une famille qui avait été décrite dans la littérature, où on avait l'impression que quand il y a cette mutation, le fait de fumer diminue ou abolit le risque d'épilepsie. Et ils ont donné à cet enfant des patchs de nicotine, et apparemment, ça, ce qu'elle dit, c'est au bout d'un an, le garçon, ça a quasiment supprimé ses crises nocturnes. Il était capable d'être à l'école, au collège, avec educational support, etc. Mais ça a vraiment été Et il y avait une autre famille norvégienne, à Trondheim, qui avait exactement la même mutation, le même effet de patch de nicotine. Donc ça, c'est le genre de success story qui est malheureusement encore très rare, mais qui montre que quelquefois, quand on connaît exactement la cause, on peut avoir des idées. Alors ensuite, il faut vérifier, faire des essais cliniques, etc., que c'est des choses qui peuvent être utiles en traitement, mais je crois que c'est vraiment un exemple. Et je pourrais, malheureusement, sur l'X fragile, qui est ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, alors on n'a pas participé aux essais cliniques, mais il y a eu 3 grands essais cliniques financés par des grosses boîtes pharmaceutiques. Ça a été, après des grands espoirs au début, ils ont publié même dans les journaux « Ah, ça a l'air de marcher », et puis finalement,
ça ne marchait pas, donc énorme déception, mais qui nous a appris quelque chose, je pense, qu'en fait, dans les essais cliniques, surtout dans les troubles du neurodéveloppement, c'est très important d'essayer de définir le mieux possible qu'est-ce qu'on va tester pour savoir si le médicament marche ou pas. Et là, bien que c'était des essais qui étaient faits par des grosses boîtes pharmaceutiques, elles ont tenu à ce qu'il y ait des tests qui étaient en fait ceux qui étaient utilisés pour des médicaments contre la dépression, etc., qui n'étaient pas adaptés, mais ils ont dit ça plaira à la FDA, la Food and Drug Administration, et donc il n'y a pas eu de tests qui permettent vraiment de dire est-ce qu'il marche ou pas. Peut-être que ça ne marche pas, mais ce que les gens ont dit, c'est que en fait, il faut vraiment maintenant faire très très attention sur le type de test. Si on fait des essais cliniques sur ces maladies, où c'est difficile effectivement de voir si les choses s'améliorent ou pas, c'est d'avoir des tests qui soient le plus objectifs possible. Voilà, et bien écoutez, j'ai été trop long comme à mon habitude, mais ça je crois que si vous revenez dans 10 ans, je ne me serai pas amélioré, si je suis encore là. Et donc je vous remercie pour votre attention, et puis on peut discuter un peu si... Voilà. Alors, la thérapie génique, ça commence à marcher, mais ça reste encore... Alors d'abord, on ne peut pas corriger le gène dans toutes les cellules. Donc la question, c'est est-ce qu'on sait exactement dans quelles cellules il faudrait pouvoir corriger? Est-ce que ces cellules sont accessibles, etc. C'est plus difficile pour le cerveau que, par exemple, pour la rétine. Ceci dit, il y a quand même 2 maladies pour lesquelles qui touchent le cerveau, qui touchent la myéline, et où il y a des résultats très intéressants de la thérapie génique. L'un, c'est la leukodystrophie métachromatique, où il semble que vraiment là maintenant, c'est d'ailleurs approuvé par je crois, ça vient d'être approuvé par la FDA. Et puis il y en a une autre qui me touche beaucoup, j'en dirai un mot, parce que ça pose un problème que je trouve assez gigantesque. C'est l'adrénoleukodystrophie, qui est aussi une maladie démyélisante qui peut être terrible, très compliquée. Il y a des formes sévères, des formes moins sévères dans la même famille. Et on avait identifié le gène en 1993 en collaboration avec Patrick Aubourg, qui était le grand spécialiste de cette maladie. Et Patrick Aubourg et sa collaboratrice Nathalie Cartier, qu'on avait voulu inviter, etc., ont développé une thérapie génique. Et en 2009, ils publient dans un journal très prestigieux scientifique, Science, un essai clinique sur 3 patients avec des résultats très très encourageants et des patients suivis pendant plus de 2 ans. Ça avait l'air d'avoir arrêté le développement délétère de la maladie. 3 patients, ce n'est pas suffisant pour pouvoir être mis sur le marché et accessible. Il faut quand même des données plus importantes. Pas de possibilité de trouver de l'argent pour faire les essais cliniques en France ou en Europe. Donc, il y a une licence qui a été donnée à une boîte américaine créée par un Français à Harvard et qui était d'ailleurs co-auteur du papier de Patrick Aubourg. Ils font une première étude clinique sur 17 patients, ça montre que ça marche bien, etc. Une deuxième publiée dans le New England Journal of Medicine, etc. Une deuxième, 45 patients, ça marche bien. Ils font une demande à la FDA pour autoriser la mise sur le marché. La FDA autorise. Ça, c'était en début 2022. Quasiment en même temps, on apprend que cette société Blueside Therapeutics, c'est égal, se retire du marché européen et donc ça ne sera pas disponible pour pour les patients européens. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont retirés? Parce qu'ils ne sont pas arrivés
a négocié un prix, le prix qu'il demandait pour ce traitement. Le prix qu'il demandait pour ce traitement, c'est 3 millions de dollars ou 3 millions d'euros. OK ? Ce qui fait que maintenant, et il y a récemment l'association ELA, European Leukodystrophy Association, a publié un truc. Ils avaient un cas d'un gosse qui avait cette maladie débutante, et donc on savait que c'était là qu'il fallait. Il pensait qu'il pourrait avoir la thérapie génique. Il n'a pas pu. Il y a une forme de traitement qui marche souvent, qui est une transplantation hématopoïétique, sauf qu'il y a eu un rejet de greffe qu'il n'y aurait pas eu s'il avait fait la thérapie génique, et la maladie a continué à progresser. Tout ça parce qu'il n'y avait pas le médicament disponible. Et c'est quelque chose qui avait été complètement le début des recherches sur cette maladie, c'est entièrement en France, financé par l'INSERM, par l'AFM qui avait donné beaucoup d'argent pour la thérapie génique, et par l'association ELA, qui est une association française, bien qu'elle s'appelle European Leukodystrophy, en fait c'est une association française. Ils avaient tous soutenu ça, donc tout a été développé en France, et maintenant, c'est pas disponible pour les malades en Europe pour des questions de gros sous. Le fait qu'il y ait un essai de thérapie génique, ça veut dire qu'il y a eu probablement des données dites précliniques sur, par exemple, les souris modèles de Rett suffisamment encourageantes et avec un protocole qui ressemble peut-être à celui qui a été utilisé pour la métachromatie sur le même type de vecteur, qu'on se dise on peut autoriser, parce que un essai clinique. Mais ça ne veut pas dire que quand je parle de l'adrénoleukodystrophie, la publication de Patrick Aubourg sur les 3 premiers patients, c'était en 2009. Donc lui, il avait commencé probablement vers 2005. C'est assez long. Et le deuxième essai, il a été publié en 2017. Le 3e essai, celui qui a permis FDA, il n'est pas encore publié, mais enfin, ils avaient les résultats en 2021. OK ? Donc, vous voyez que ça a mis 15 ans pour passer du début à une autorisation de mise sur le marché. C'est très long. Et donc, phase 1, c'est simplement qu'en tout cas, ils ont pu convaincre que l'idée de départ n'était pas complètement bizarre et que la technologie utilisée avait pas trop de risque d'être dangereuse, encore qu'on ne sait jamais.